c'est une star, c'est une légende pour nous, c'est une inspiration. On a un monument de la magie dans notre histoire, et putain, mais personne ne le sait, quoi. Et est-ce que c'est pas aussi un peu le moment d'essayer de parler de lui et de tout ce qu'il a fait, parce que vous le connaissez tous sans le connaître, au fond. Ça va être un documentaire de ouf, en fait. Et qu'est-ce qu'il y a plus dans la valise? Les 2 caméras. Contre-jour, toujours, pas reconnaître le marabout. On n'arrive pas à être au courant de quand est-ce que les travaux d'émission vont commencer. Donc, on se retrouve à 6 semaines avant le tournage. On ne sait pas si on va tourner. Excusez-moi, Joanne, est-ce que tu peux mettre un peu de lumière, s'il te plaît? Je vais faire une répétition mise en scène avec les acteurs. On annule. Moi, je suis soulagée. Pourquoi j'ai eu envie de produire un 2e documentaire? La réponse, elle est assez facile. J'ai adoré l'idée d'en faire un la première fois avec La Chouette d'Or. Donc, je sais que si on lance pas des choses directement après, on les fait jamais. Et pourquoi, par contre, sur Jean-Eugène Robert Houdin, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. La première chose, c'est que je connais assez de monde qui était capable d'en parler. Quand tu penses à un documentaire, tu te dis aussi, est-ce qu'on va avoir des intervenants pour nourrir le documentaire? Donc là, il y avait cette possibilité. Bon, le mentalisme est une branche de l'illusionnisme, en fait, vient de l'illusionnisme, dans sa partie un peu plus psychologique. Donc il est directement lié, en fait, à Jean-Eugène Robert Houdin, parce qu'on est tous ramenés à lui, mais ça, on va y revenir. Faire un documentaire, ça demande, sur une personne, ça demande d'abord à connaître toute la vie de cette personne, pour après cibler à l'intérieur, et ça va être un gros travail de savoir sur quel angle d'écriture on part avec Fabien, même si on commence un petit peu déjà à échanger dessus. L'idée, c'était vraiment que ce soit Virginie qui écrive tout le documentaire. Le seul truc que j'ai sur cette écriture, c'est un regard dessus, c'est-à-dire de dire si ça me convient pas, si on bouge de piste et tout, ce qui a été très rarement le cas, quasiment jamais. C'est sur des nuances, des choses comme ça, mais c'est Virginie qui s'est imprégnée de Jean-Eugène Robert Houdin pendant des mois à lire des bouquins que même pas t'imagines tout ce qu'elle a lu. Je suis sûre qu'on va faire quelque chose de remarquable, mais par contre, c'est vrai que ça demande énormément de boulot. Il a encore une influence sur les magiciens d'aujourd'hui. Non mais c'est ça qui est délirant, en fait. J'ai dû écrire, je pense, en tout pas loin de 70 pages de... Ouais. Ah ouais, c'est un gros truc qu'on vous prépare là. C'est-à-dire que tout le monde pense que Houdin c'est Houdini alors que ça n'a rien à voir. Alors clairement, au début, moi quand les gens confondaient Houdin, Houdini, j'étais là bah oui c'est normal, ça se ressemble. Maintenant je ne supporte plus que quelqu'un dise mais Houdin c'est pas Houdini, je le supporte plus. Jusqu'à tomber amoureux intellectuellement de cette personne pour avoir envie d'écrire dessus. Et je pense que c'était le seul chemin possible. Très bien, je vais te faire un petit tour de magie. Voilà. Ok, bien. La magie, hein. Je vais te demander d'avoir une boulette dans ta tête imaginaire. J'ai une bosse. Absolument, et je vais avoir besoin, une bourse, que tu la mettes sous la tasse de ton choix. C'est une aventure incroyable, parce que quand Fabien m'a confié le projet, déjà je connaissais pas du tout ce mec, et je me suis dit, oh là là, j'avais pas d'affinité particulière en soi avec la magie. Le mentalisme, oui, la magie, beaucoup moins. Même petite, la magie, c'était pas trop mon truc. Et du coup, au final, c'est juste devenu un sujet qui m'a profondément passionné. Alors en fait là on est en train d'organiser un petit peu le tournage toujours pour le documentaire de Robert Houdin. Nous avons un repérage pour une super salle géniale pour faire le tournage du documentaire. Au mois de juillet nous allons rencontrer Dany Larry chez lui. Le Robert Houdin est encore aujourd'hui présent et a traversé le temps finalement, parce que les magiciens modernes le prennent en référence. Et c'est ça qui sera passionnant en fait, c'est d'avoir le regard d'un grand magicien comme Dany Larry sur l'influence qu'a eu et qu'a encore Robert Houdin dans son travail, dans ses créations et dans son œuvre. Et Magda vient de me faire un dossier Monday spécial docu Houdin que je découvre en direct avec vous là, à cet instant. Putain, Magda, t'as fait tout ça là? On est sur publication quoi, tu dis? Idéalement, pour que ce soit 22 novembre pour l'anniversaire de Fabien. Vraiment, faut qu'on se dise que c'est notre goal. Ça y est, ça devient officiel. Je vous avoue que c'est le projet qui me fait stresser de ouf. Ça fait juste des mois que je bosse dessus. La preuve ici. 3 d'y être, en même temps, j'ai 3 de pas y être, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu très bizarre comme sensation. Il est exactement 8h07. Le train décolle à 8h12. À 8h12, on est tout chauds, les gars. Mesdames, Messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue à bord du TGV 6000.
à destination de Ok les gars, on vit un drame. Là ça va, on respire un peu plus. On sort de la gare de Valence. Au moment où je vais chercher la putain de valise où il y a les 2 caméras dedans, Denis dit c'est bizarre, elle est entrouverte. Il ouvre la valise. Mais putain, mais par où on sort là-bas? Il ouvre la valise. Du coup, dans le couloir. Et qu'est-ce qu'il y a plus dans la valise? Les 2 caméras. Mais là, on est voilà, au bout de notre vie. On est à Valence. On vient pour filmer Dani Larry. On a juste pas de caméra. Voilà, on n'a pas de caméra. On a trouvé un loueur qui a un appareil photo qui filme. C'est le seul qu'on a trouvé et c'est le seul matos qui loue. Par chance, nous avons ça. Par chance, Virginie avait aussi laissé la caméra de vlog dans son sac à main et c'est avec ça qu'elle filme ses images. Mais cette petite caméra ne correspondait pas du tout aux ambitions du tournage avec Dani Larry. C'est donc pour ça que Denis et elle se sont démenés pour trouver un loueur avec du matériel adapté et surtout disponible. Putain, il nous reste mais grave peu de temps de tournage. Putain, il est 11h30. Le train de retour est à 17h30. On a un retard de ouf. Bon, on va essayer de sauver ce tournage comme on peut. C'est Denis. Ça y est, on est enfin dans l'atelier. Enfin. Mais on a été très bien accueillis en tout cas. Ah ouais, on a été super bien accueillis, ça y a pas à dire. Dani est adorable. Il nous a préparé un setup pour l'interview incroyable. Et donc ça y est, on arrive enfin là où on devait être et ce pourquoi nous sommes là. Et ça fait plaisir. Ça met un peu de baume au cœur. Et lui, il a choisi son pseudonyme Houdini, tout simplement le petit Houdin, au même titre qu'aujourd'hui, un jeune magicien s'appellerait Copperfield, par exemple, le petit Copperfield, ou Larirette, le petit Larry. Ça, c'est la blagounette. Ça y est, on vient de finir l'interview avec Dani Larry. Génial, génial, il a été hyper généreux à l'interview, il nous a donné plein de matière pour le documentaire. Franchement, ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment la récompense de la journée, quoi. Denis, il fait plein de petits plans de couple, il est content comme tout. Il est content. Il est très content, Denis. Et il nous a permis de filmer son atelier, notamment pour Denis. Enfin, c'est pas un atelier, en fait, c'est un théâtre de 1000 places. Et c'est à lui. Et en dessous, tout en dessous, c'est là, pour le coup, oui, son atelier, là où il fait les décors, là où il fait ses tours de magie, là où il prépare tout. Vous voyez, ça, par exemple, ça, c'est quelque chose qu'il avait fait pour la chanteuse Laurie. Cette cage que vous voyez là, c'est Johnny Hallyday pour le Bercy ou Zénith, je ne sais plus. J'espère que Fabien va être content des images qu'on a prises. Après toutes ces émotions qu'il y a eu aujourd'hui, que ce soit pas que pour Denis et moi, mais pour toute l'équipe en fait. Ça a contrarié tout le monde cette affaire. On est en discussion caméra. Il y a beaucoup de bascules de points, de choses comme ça. Donc on est en train de se dire, on prend un pointeur, on prend une caméra qui fait le point toute seule. On remplace un opérateur par une caméra. Nous avons un budget respecté, donc là les mecs sont en train de regarder combien coûterait la caméra à laquelle ils pensent, au matos, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de mouvements de prévus pour ce tournage. Donc on cherche le matériel adapté à nos ambitions artistiques, mais aussi adapté au budget. Quand j'ai entamé l'écriture de ce tournage, je savais qu'il y avait une contrainte budgétaire, ce qui est tout à fait normal. Et de là, je me suis dit, soit je commence à créer dans la contrainte, soit je ne me mets aucune contrainte. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Je me suis dit, Virginie, écris le film que tu rêverais de voir pour Robert Houdin, sachant pertinemment que ce ne serait pas possible de la voir tel que j'aurais pu le rêver. Et de là, effectivement, on est arrivé à 106 plans à tourner en 2 jours, ce qui est absolument énorme. Plan 3/4, il le regarde partir, il a amusé, tout d'un coup, eh ouais les gars, j'ai oublié que vous étiez là. Le deuxième tour consiste à faire disparaître un individu sous les yeux médivisés d'une assemblée. Peut-être même qu'il se tournera, Fabien, tu vois. Tac, 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 il s'agit de la disparition sous le gobelet. Transition lumière, mouvement de 3/4 à face bord cadre. Du coup, il se tournera pas, il tournera juste la tête. Il a fallu retravailler ces 106 plans en restreignant l'ambition artistique, mais en essayant quand même de garder l'âme un petit peu du documentaire qu'on voulait. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a réussi à faire ces 106 plans, et ça grâce à un plan de travail, c'est-à-dire l'organisation du tournage dans la journée, ce par quoi on commence par tourner, la suite, l'enchaînement des plans en fait. Ce matin, je prends le RER en direction d'une ville dont le nom m'a toujours intriguée. Joinville-le-Pont.
C'est dans leur théâtre que le tournage va se dérouler d'ici 3 jours et pour s'assurer que le jour J, tout se déroule de manière efficace, l'équipe technique vient faire une mise en place. Ils vont vérifier si les ambiances, les cadres, les mouvements de caméra, les lumières et les vidéos projetées sur l'écran fonctionnent bien. Seulement, à peine arrivée, Virginie nous annonce qu'elle a le Covid. Distribution des masques. Merci beaucoup. C'est la deuxième de l'équipe en l'espace de 5 jours. Loïc est lui aussi malade et isolé chez lui. On avait rattrapé le coup en contactant un cadreur freelance pour le tournage, mais là, Virginie est irremplaçable. J'appelle Fanny parce que Fabien, c'est répondeur direct. Je trouve qu'il a un rendez-vous. Je suis dégoûtée. On a alors 2 solutions. Soit on maintient le tournage puisqu'elle se sent bien et n'a pas de symptômes. Allô Fanny ? Oui. Bon, j'ai une bad news, j'ai le Covid. Je suis asymptomatique, j'ai fait un test par acquis de conscience juste avant de retrouver le théâtre. Comme ça, on conserve l'argent engagé dans la location du matériel, de la camionnette pour le transporter, des costumes, de la régie, des salaires du jour. Mais on prend le risque que durant le week-end, elle ou d'autres membres de l'équipe développent des symptômes et soient dans l'incapacité de travailler le lundi pour le tournage. Ouais, si on annule, on peut pas le remettre avant janvier. Janvier, c'est dans 2 mois. Soit on annule tout de suite, on perd l'argent et on essaie de réorganiser les agendas pour trouver une date commune entre la disponibilité de la salle, celle de Fabien, de l'équipe et du comédien. On pourrait peut-être faire des économies si on annulait maintenant. Plutôt que de se dire on tourne et on annule le dernier moment. Oui. Clairement, moi je suis terrifiée à l'idée que l'équipe technique et le Covid aussi, qu'on se retrouve le lundi dans une perte financière, dans une incapacité de pouvoir travailler. On fait ça ? Ok. Oui. Ok, on annule. Ça m'a pas particulièrement impacté. Je pense par exemple que Virginie, on n'a pas vraiment discuté, mais je pense que ça l'a beaucoup plus impacté que moi. Mais ça m'a bouffé. Fanny aussi, parce qu'en fait, elle se met une pression pour moi, de oh là là, le planning qui se décale et tout. Mais moi, les documentaires, en fait, c'est des projets de fond. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de date de sortie. Ça sort quand c'est le mieux prêt possible, le plus prêt. Alors, on essaye de se donner des deadlines pour que ça avance. Donc, en vrai, moi, ça allait. Moi, je m'étais vraiment donné l'objectif d'offrir ce documentaire à Fabien en cadeau pour ses 40 ans. Là, tout d'un coup, tout s'arrête à cause du Covid. Vraiment, ça m'a achevé. Parce qu'il y a aussi une dynamique qui se perd. C'est arrivé 3 jours avant le premier jour de tournage. On était dans une dynamique très très haute et tout d'un coup, ça retombe. Voilà, fin de tournage, c'était super. Grosse journée de 1h30. On essaye de préserver la thune à fond, si tu peux effectivement, Denis, voir avec le loueur pour avoir un avoir. Mais au final, tout ça, c'est vraiment un mal pour un bien, parce qu'on n'aurait pas fait le documentaire qui existe aujourd'hui au mois d'octobre. Ça aurait été impossible parce qu'on n'aurait pas eu le temps d'anticiper tout ce qu'on a pu anticiper, justement. Depuis que je fais de l'audiovisuel, j'ai toujours conscience quand même que les accidents sont souvent porteurs de plus grandes idées ensuite. On essaie de savoir de quelle est une nouvelle date au théâtre de Joinville. Le truc, c'est qu'il y a un immeuble qui doit être démoli derrière, donc on peut pas tourner s'il y a une démolition derrière, ça va être impossible au son. Le truc, c'est que c'est dans 1 mois et 1 semaine qu'on a calé les dates et on ne sait toujours pas s'il y aura une démolition ou pas. Malgré cette incertitude, le tournage est calé. L'agenda de Fabien est trop serré pour qu'on puisse attendre d'avoir des infos et si on veut que le projet sorte un jour, on n'a pas vraiment le choix. L'équipe se retrouve une nouvelle fois au théâtre pour enfin effectuer la mise en place qui n'avait pas pu être faite 2 mois plus tôt. La mécanique technique, elle nous a été hyper utile parce qu'effectivement, elle nous a permis de nous rendre compte de, par exemple, typiquement, l'écran. Quand on ne l'utilise pas, il y a quand même pas mal de passages où on n'utilise pas, en fait, on ne peut pas mettre un fond noir. On a eu un problème avec l'écran, c'est-à-dire que c'était formidable d'avoir un écran sur lequel on pouvait projeter des images. Néanmoins, il n'avait pas du tout été prévu qu'on projette toujours des images. Et on avait aussi besoin qu'il y ait des noirs. Et en fait, on ne pouvait pas avoir un écran noir. Un écran noir, ça n'existe pas. On a mis beaucoup de temps avant de le comprendre. Et en fait, non, parce qu'un écran noir, en fait, c'est un écran blanc. C'est un écran sur lequel n'est rien projeté, donc on n'a que la toile. Tous les effets, où tout d'un coup, Fabien, il y a l'écran derrière, et tout d'un coup, l'écran s'arrête. Et ben du coup, terminé, ça marche plus. C'est pas possible. Si. Et sauf que ça, par contre, on en avait plein. L'écran qui apparaît, l'écran qui disparaît derrière Fabien. Mais on en avait 15 000. Et donc de là,
On s'est retrouvé dans une vraie problématique parce que c'était pas du tout esthétique. En tout cas, ça correspondait pas du tout à l'esthétique qu'on recherchait. Il a fallu repenser le plan de travail pour pouvoir tourner rideau fermé afin d'avoir un fond noir et trouver aussi de nouvelles lumières qui puissent effectivement mettre en valeur du coup le rideau, les reliefs, les profondeurs de champ qu'on recherchait. Donc je suis dessus depuis hier soir même, j'ai commencé, histoire de réussir à dormir parce que j'étais comme ça. Et du coup depuis ce matin, 7h30, j'étais ok, bon on refait. On repense le truc. Donc heureusement que Magda, c'est grâce à Magda, elle a eu la bonne idée qu'on fasse une méca technique au théâtre le jeudi et pas le vendredi. Parce que moi au début j'ai dit on se fait une mécata le vendredi puis on tourne lundi. Et Magda elle dit attends tu sais quoi, on va se prendre un jour au bureau au cas où il y a des changements comme ça on est tranquille. Vous êtes même pas tranquille. Vous êtes pas tranquille. Est-ce que finalement ça n'a pas été un mal pour un bien? Est-ce qu'on peut... Et ce que j'ai très envie de dire spontanément, et le moins qu'on puisse dire, si sur le moment ça n'a pas été une super nouvelle, finalement, je peux clairement le dire aujourd'hui, ça a été un mal pour un bien, parce que le rendu est incroyable avec les rideaux. Et cela grâce au travail aussi de l'équipe technique, de Denis, de Loïc, qui ont vraiment énormément bossé la lumière. Est-ce qu'on la refait du coup? Mais non, on la refait pas. C'est parfait, on garde ça. Du coup, on va se la refaire. Pour moi, elle est bonne. Ok, on se fait le pick-up avec l'écran là. C'est bon, elles sont parfaites, elles sont superbes. Coupé. J'ai accroché la réplique. Elle est bonne. Ah bon? Il est dit. Non, de toute façon, elle est lancée. Ouais, de toute façon, c'est en plan large, donc si on peut pick-up sur un autre. On peut pick-up sur un autre shot. Je peux te la faire un peu plus, tu vois. Un peu plus Bonjour Fanny. Bonjour Fanny. Comment ça va? Ça va et toi? En vrai de vrai. Allez. Ben moi ça va. Prête pour ton rôle? Ouais, prête pour mon grand rôle aujourd'hui. Je ne dis rien, mais tout va se passer dans les yeux en fait. Les yeux de dos. Ah, juste de dos encore. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi je suis tout le temps de dos? Non, je crois pas que tu sois de dos, je crois que t'es de 3/4. Vient le moment des 2 jours de tournage, donc ça c'est cool. Petite difficulté, je suis malade. Bon, ça arrive. On a toujours l'impression qu'on est malade quand on a des gros projets de toute manière. On disait quoi avant que Fanny arrive? On disait que c'était un peu l'usine quoi. À un Ah moment oui. donné, c'était un bail où on a enchaîné genre, je sais pas, j'ai l'impression 15 plans. C'était juste. On changeait le prompteur, Fabien disait un truc, séquence machin, on changeait le prompteur, on faisait un truc, ça. Et on a fait ça pendant 1 heure je crois. Le fait que Fabien apprenne son texte à une vitesse faramineuse a été d'une aide précieuse et donc un énorme stress en moins. Néanmoins, pour tenir notre plan de travail, afin de ne pas non plus épuiser l'équipe, ça a été extrêmement intense. Faites un peu de lumière, excusez-moi. Joanne, est-ce que tu peux mettre un peu de lumière s'il te plaît? Je vais faire une répétition mise en scène avec les acteurs. Merci. Sazi s'approchera un peu de toi, Abderrahman. Hop, voilà, on placera bien. Tu fermeras les yeux et lui, hop, il te tire dessus. Pouah, je ferai le bruitage pendant le master. On le gardera pas. Non, on gardera pas. Le petit geste ou pas de recul? Oui, on te demandera absolument. Et là, tu ouvres les yeux et elle est où la babale? Elle est dans ta bouche. Il y avait une séquence que je redoutais énormément au tournage. Tout devait bouger, les comédiens bougeaient, la lumière bougeait, le cadre bougeait. Il fallait que tout ça soit très fluide, dans un seul et même mouvement. C'était les plans qu'on redoutait depuis le début, et au final, ça s'est super bien passé. Ok, c'est moi qui ai tiré. Ok. Y a pas de problème, y a pas de problème.
j'ai surfé en fait sur ces 2 jours de tournage. C'est-à-dire que là, j'étais vraiment dans la situation, encore une fois, du producteur qui a initié un projet. Donc j'ai juste à prendre le plaisir de découvrir, parce qu'il faut comprendre un truc, c'est que à partir d'un certain moment, j'ai commencé à mettre des œillères sur le projet pour avoir des shots de plaisir de découverte. J'ai 0 pression sur on en est où, parce que je ne sais pas en fait tout ce qu'il y a à faire. Je connais pas le découpage par exemple. Le découpage, c'est on décide dans la journée qu'on va tourner ça, puis ça, puis ça, avec une certaine logique d'organisation. J'ai juste à apprendre mes textes quand je dois les apprendre, à être là où je dois être et à faire ce que la réalisatrice me demande. En vrai, c'est assez plaisant d'être déresponsabilisé. Ok, donc on va la tourner. Tout le monde est prêt? On retourne à la réplique. On tourne à ta réplique, Fabien, absolument. On se prend juste l'amorce du mouvement, peut-être ça va nous aider. Alors, dans ce cas, si ça vous aide, faites-le. C'est-à-dire qu'il a la main qui arrive, très bien. Et, tu vois. Très bien. Comment ça alors? 2 sur 7 pick-up, première. Dans ma tête, je vais être honnête avec vous, j'ai jamais vraiment incarné Jean-Eugène Robert Houdin. Tu vas pouvoir juger si mes coups sont plus redoutables que les tiens. Déjà parce que ce gars-là me fait peur. Il a une austérité naturelle et une sévérité naturelle où si je m'étais inspiré de ça et des représentations qu'on a de lui, je pense que j'aurais été trop froid, trop sec, trop cassant en fait dans la vidéo et que j'ai pas la carrure pour incarner ça. Shit. Putain, il a fait un double tour de magie. Ok, coupé, on va la refaire. Et puis un espèce de truc de syndrome de l'imposteur, quoi. Je vais pas avoir la prétention d'incarner Jean-Eugène Robert Houdin, tu vois, il y avait un petit peu de ça. Donc je me suis plus visualisé comme dans The Greatest Showman, dans P.T. Barnum, en fait, puisqu'on a à peu près la même représentation de scène avec le chapeau, la canne, la tenue, les époques, etc. Quand j'ai vu la scène d'intro, j'ai adoré et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui collerait pour le reportage. Et je savais pas encore quoi. Et j'ai regardé la scène d'intro en boucle, jusqu'à ce que je me dise, en fait, on va tourner ça dans un théâtre. Et Fabien, on va lui mettre un frac, hop, une canne, un petit peu à la Greatest Showman du film. Ce qu'il ne faut surtout pas perdre de vue, je crois, c'est que c'est une chance inouïe aujourd'hui, à notre époque, d'avoir eu tous les moyens dont on a disposé. Aujourd'hui, créer dans l'audiovisuel, ça relève de l'ordre du miracle. Stack, master, bam. Ça va être magnifique. Et la lumière, le mouvement, tout ça a été super bien fait. Et en très peu de temps. J'ai enfin vu la V1. Les premières 10 minutes, j'étais perdu positivement. C'est-à-dire que je ne m'attendais vraiment pas à ça, je ne m'attendais pas à autant d'ambition dans les plans, à autant de modernité dans le rythme. Les musiques, je m'attendais clairement pas à cette musique. Et c'est génial parce que là aussi, c'est ce que Houdin aurait fait. En fait, je regardais le truc et j'étais pas souriant, j'étais « Oh putain, ah ouais, ah non, mais là c'est bien, oh ouais, oh la vache !» C'était ça, c'était la claque permanente. Tout ce que j'avais senti pendant le tournage, tout l'investissement que j'avais senti pendant le tournage de toute l'équipe, je me suis dit « Ok, le résultat en fait se ressent. Le résultat est là et je me suis dit qu'on a vraiment réussi à atteindre notre objectif et qu'on a le documentaire qu'on a voulu. Il y a une seule réponse que j'ai pas encore, c'est qu'est-ce qui donnera sur la plateforme en termes de vues. Alors pas de la vue pour des stats, mais je vous assure que quand on a passé autant de temps sur un projet et qu'on connaît l'engagement de certaines personnes sur le projet, on a envie que ce soit découvert par un maximum de personnes en fait, qu'ils aiment plus ou moins, mais au moins qu'il existe en termes de visibilité en mode ouais, on a jeté un œil à ce que vous avez fait quoi. Mais ça c'est pas entre nos mains et c'est pas des formats très fit and fun friendly, donc on verra bien.